Le S&P 500 est-il menacé par le cercle vicieux de la guerre commerciale? Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun. Alors que les fondamentaux continuent de souffler le chaud et le froid sur les actifs risqués en bourse, avec une inflation US qui reste résiliente, en tout cas dans les chiffres du mois de janvier, mais les indicateurs avancés et les indicateurs temps réel restent optimistes, comme je vous l'ai expliqué pour les chiffres de février-mars. Attention, l'inflation de février-mars est publiée un mois plus tard, l'inflation du mois de février est publiée donc en mars. Alors, soyons patients. Mais tout de même, l'inflation US affiche une relative résilience. Les perspectives de voir, mais là aussi ça va très vite, cette anticipation peut changer du jour au lendemain. Le marché désormais n'envisage pas de baisse de taux de la Fed avant le mois de septembre prochain. Ça c'est pour le froid et pour le chaud. Perspective géopolitique plus favorable, perspective, en tout cas reprise des discussions entre les États-Unis, entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour envisager d'arriver peut-être à déjà un cessez-le-feu et nous verrons un accord de paix en Ukraine. Alors forcément, là c'est un temps fort. Le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022 fut un des points de départ, même si ça avait commencé un peu avant, bear market du S&P 500 et des actifs risqués. Rappelez-vous, le marché baissier de 2022, avant que la reprise depuis fin 2022, début 2023 soit significative. Et puis cette guerre en Ukraine fut aussi un des éléments qui a accéléré la vague inflationniste, qui n'était pas due à la guerre en Ukraine, mais bien à un découplage structurel lié à la crise sanitaire, mais la guerre en Ukraine en avait été un accélérateur, en tout cas dans sa partie nominale. Donc, les fondamentaux continuent de souffler le chaud et le froid. L'inflation, l'emploi, la macro américaine, la géopolitique, la guerre en Ukraine, la guerre commerciale. Bon. Et d'ailleurs, justement, c'est le sujet que j'ai envie de traiter avec vous un peu plus en détail dans cette nouvelle édition du Top Gun. La guerre commerciale est-elle un risque pour la tendance de fond haussière du S&P 500? Car, soyons clairs, la tendance de fond du S&P 500 reste haussière. Et je vous en propose chaque lundi dans le Top Gun un suivi, notamment un suivi chartiste et technique fractal, qui pour l'instant tient parfaitement la route. Et voilà. Cette guerre commerciale est-elle une menace pour cette tendance haussière du S&P 500? La guerre commerciale va-t-elle empêcher le S&P 500 d'atteindre les 6500 points cette année? C'est ça la question. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lors du premier mandat de Donald Trump, la guerre commerciale fut une guerre beaucoup plus à outrance, en particulier dans sa relation avec la Chine. In fine, le S&P 500 s'était apprécié assez largement sur le premier mandat de Donald Trump, mais il y avait eu, il est vrai, 2 grosses périodes de volatilité liées à cette guerre commerciale. La guerre commerciale a une forme un peu différente, en tout cas là dans son commencement, avec un positionnement agressif d'entrée de jeu d'administration Trump en vue de déclencher rapidement des discussions. Ça, le temps nous en apprendra davantage. En fait, la vraie question pour le S&P 500, et c'est la chose que je vais vous rappeler dans cette première partie de vidéo, qu'est-ce qui crée la tendance de fond haussière du S&P 500? C'est ça la bonne question. Quand l'on s'interroge à savoir si le S&P 500, dans sa tendance haussière de fond, est menacé par la guerre commerciale, qu'est-ce que la guerre commerciale peut remettre en cause qui fondamentalement soutient le S&P 500? Les perspectives de profit des entreprises. À un moment où, je vous le rappelle, et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je le referai, la valorisation du S&P 500 est très élevée. Grosso modo, selon différents critères de valorisation, il est aussi cher que fin 2021. Ce fut un top de marché à l'époque. Mais les perspectives de profit restent optimistes. Très optimistes d'ailleurs, peut-être trop. C'est ça qui peut couper les jambes au S&P 500. Que la guerre commerciale remette en cause ses anticipations de profit. Alors dans la deuxième partie, nous allons essayer de passer en revue les mécanismes par lesquels concrètement la guerre commerciale peut venir sabrer les anticipations de profit des entreprises, en fait même sabrer le chiffre d'affaires, les marges, les profits, enfin tout ce qui crée finalement la tendance d'une action en bourse. Donc par quel mécanisme, si la guerre commerciale
n'aboutit pas rapidement à des accords commerciaux, par quel mécanisme cela pourrait faire trébucher le S&P 500. Dans la troisième partie, je vais vous montrer, enfin vous donner ma sélection de ce que j'estime être des bons indicateurs pour mesurer justement ce risque de la guerre commerciale sur les actifs risqués en bourse, ici en particulier le marché action. Alors j'ai appelé ça mes meilleurs indicateurs qui sont accessibles assez rapidement. L'idée étant d'avoir des indicateurs le plus avancés possible. Parce que si vous attendez que les sociétés publient leurs résultats pour vous dire « Ah bah la guerre commerciale, ça agit sur les marges des entreprises », vous serez en retard, le marché aura déjà droppé. Donc il faut essayer de trouver des indicateurs assez en avance. C'est assez délicat, mais tout de même, je vais vous en proposer une sélection. Et dans ces indicateurs, bien sûr, il y a de l'analyse technique du S&P 500, des secteurs concernés par cette guerre commerciale. Et donc il y aura aussi une grosse partie analyse technique. C'est parti. Les amis, est-ce que l'indice S&P 500 est menacé par la guerre commerciale? Sa tendance haussière de fond que je vous décris sur cette chaîne, dans cette émission depuis des mois, est-elle menacée? Bien, vous connaissez mon point de vue, la réponse est non, mais je vais donc argumenter. Alors, le plan, je vous l'ai donné dans l'introduction. Je vous le remets ici à l'écrit. Nous allons passer en revue 4 parties. La partie technique arrivera à la fin. 4 parties. Première partie, vous devez absolument avoir en tête que quel est le sujet? Le sujet, c'est la tendance haussière de fond du S&P 500, qui continue de se développer, envers et contre tout. Résilience de l'inflation, emploi, Fed, guerre commerciale, la géopolitique. Bon. La tendance haussière de fond continue de se développer. Il faut avoir conscience du socle de cette tendance haussière de fond. Et le socle de cette tendance haussière de fond, ce sont les perspectives de profit. Et donc je vais vous montrer en première partie que non seulement ces perspectives de profit restent très optimistes, mais là où il y a danger, c'est que le marché action américain, et j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet précis, là je vais en redire un mot, le marché action américain est très cher d'un point de vue de la valorisation boursière. Beaucoup plus cher que les actions européennes. D'ailleurs, les actions européennes sont en remontada depuis le début de l'année. C'était le scénario que je vous ai proposé en décembre, dans nos prévisions annuelles, l'année des actions européennes, avec d'ailleurs au passage la perspective d'un accord de paix en Ukraine. Je suis content, mon argumentation semble se préciser. Mais ici n'est pas le sujet. Parlons ici du S&P 500, les perspectives de bénéfices et la valorisation boursière sont la clé de la tendance haussière de fond. La question est de savoir, est-ce que ces perspectives de profit sont menacées par la guerre commerciale? Et là où c'est très important, c'est que vous êtes ici, donc je suis ici sur le site Guru Focus, et vous avez donc un graphique qui expose les perspectives de profit du S&P 500. Regardez, donc c'est la courbe des profits prospectifs. Donc c'est basé sur les anticipations et les analyses financières, et ce que je vais donc vous rappeler, c'est que sur longue période, il y a corrélation positive entre la tendance du S&P 500 et les perspectives de profit. La tendance haussière de fond est menacée par la guerre commerciale si et seulement si les anticipations de bénéfices sont remises en cause. Au stade actuel, en ce milieu fin de mois de février, les anticipations de profit pour le S&P 500 sur l'ensemble de l'année 2025 sont parfaitement haussières. Mais là où il y a danger, c'est que vous avez les perspectives de profit et vous avez aussi la cherté relative du marché action américain. Alors, je ne vais pas re-rentrer dans tous les détails, mais pour moi, le baromètre de valorisation ultime, c'est le price earning de Shiller ou cap ratio, et de nombreuses métriques de valorisation boursière du marché action américain montrent que le S&P 500 est revenu aussi cher que fin 2021. Et tout le monde se souvient que fin 2021, ce fut le point de départ du bear market de 2022. Donc, le marché action américain reste pour l'instant soutenu par des perspectives de profit très positives. Ça peut s'ajuster en fonction de l'intensité des fondamentaux et de l'intensité qu'aura la guerre commerciale. Je vais en dire un mot dans la suite de la présentation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'autant plus compliqué que le marché est extrêmement cher et qu'il faut justifier cette cherté relative par des profits en hausse. Une autre façon de voir à quel point le marché action américain est cher, c'est le Warren Buffett Indicator.
Vous avez donc ici la market cap totale sur le PIB et la market cap totale sur le PIB plus le bilan de la Fed. Le marché action américain est sur des niveaux de valorisation historique. Oui, il est sur des niveaux de valorisation historique. Donc tout ça, il faut le justifier. La guerre commerciale est-elle une menace pour le S&P 500? Oui, donc, si les perspectives de profit ne permettent plus de justifier cette valorisation excessive. Alors, c'est l'objet donc de cette vidéo. Est-ce que ce que j'appelle les effets pervers de la guerre commerciale font-ils remettre en cause ces anticipations de bénéfices optimistes? Une guerre commerciale à outrance a des effets négatifs sur l'économie via donc un mécanisme de cercle vicieux. On peut voir les choses de manière assez simple. Tout d'abord, effectivement, des tarifs douaniers pour les entreprises, ce sont des coûts supplémentaires. Et donc des coûts supplémentaires, naturellement, ce sont des marges bénéficiaires qui se réduisent. Rappelez-vous, la corrélation positive entre le S&P 500 et la courbe des profits prospectifs, des marges futures. Deuxièmement, naturellement, si une entreprise fait face à des tarifs douaniers importants, elle peut décider de se retourner vers son marché domestique et à ce moment-là, réduire ses importations, mais il y a des coûts logistiques pour remettre en place une chaîne d'approvisionnement locale ou nationale. Ça aussi peut avoir des coûts, en tout cas dans un premier temps, et donc réduire les marges bénéficiaires. Mais en réalité, le vrai risque, qu'est-ce que c'est? Le vrai risque de la guerre commerciale, je l'ai mis ici, ce sont les mesures de rétorsion des partenaires commerciaux. Alors là, les choses semblent un peu s'adoucir puisque Donald Trump semble adopter la stratégie des tarifs douaniers dits réciproques. Typiquement, prenez le cas de l'Union européenne. Actuellement, l'Union européenne taxe de 2 à 3 points de pourcentage de plus que les US les produits américains. Il s'agirait donc d'augmenter les taxes sur les produits européens de 2 à 3%. 2 à 3%, 2 à 3 points de pourcentage. Et non pas 10, 20 ou 30%. Donc, ça semble être la solution la plus smooth. Maintenant, il va falloir voir la réaction des partenaires commerciaux. Et le danger est ici. Alors, si le choix est fait des tarifs douaniers réciproques, ça ne remettra pas en cause la tendance haussière de fond du S&P 500. Et la cible que je vous propose de longue date à 6500 points pour cette année. Je n'ai pas dit aujourd'hui, ni cette semaine, ni même ce mois-ci, d'ici le mois de décembre. C'est ma cible analyse technique que je défends âprement, vous le savez, depuis de nombreux mois. 6500 points sur le S&P 500. Et il y a un vrai sujet parce que, effectivement, et le graphique qui se trouve ici en haut à droite vous le rappelle, et je vais l'afficher en plein écran. Effectivement, vous avez, plus vous montez dans la taille, plus vous montez dans la taille des capitalisations boursières américaines, plus vous avez une exposition au commerce mondial. Et en particulier, les Magnificent Seven. En particulier, les stars de la tech américaine. Et ça, c'est un sujet parce que, n'oubliez pas que le S&P 500, dans la façon dont est calculé le S&P 500, eh bien, vous avez 40% du calcul du S&P 500 qui sont les Magnificent Seven. Avec l'indice S&P 500 est divisé en 11 super-secteurs. Les actions des Magnificent Seven, vous les retrouvez dans Information Technology, Communication Services, et vous atteignez 40% du calcul mathématique du S&P 500. Donc effectivement, cette guerre commerciale est un vrai sujet, au même titre que le sujet de l'inflation et de la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. La solution, bien sûr, alors la solution, c'est l'accord commercial. C'est-à-dire que la solution, c'est probablement la stratégie de l'administration Trump, mettre en place des tarifs douaniers pour inciter la partie adverse, partenaire commercial, à accepter un accord commercial, mais qui soit in fine gagnant pour les États-Unis. Alors ça, c'est la partie peut-être la plus intéressante de cette vidéo, parce que l'idée donc de savoir si la tendance haussière de fond du S&P 500 est remise en cause, cette tendance haussière de fond que je vais reprendre avec vous sur le plan de l'analyse technique tout à l'heure, et à l'aide ici des bougies japonaises en données mensuelles, des bougies japonaises en données hebdomadaires et des bougies japonaises en données journalières. Mais la question est de savoir, est-ce que concrètement, donc, au-delà des déclarations, au-delà des négociations, comment savoir à un stade précoce si le S&P 500 est menacé d'entrer en bear market
qui n'est pas le cas au stade actuel, à cause de cette guerre commerciale. Alors, il existe de nombreux baromètres. Bien sûr, la liste que je vais vous proposer n'est pas exhaustive. Mais c'est une liste, je pense, de bons indicateurs. L'idée étant d'avoir des indicateurs le plus avancés possible. Car si vous attendez que les entreprises publient des résultats en baisse pour commencer à comprendre que ça va baisser, dites-vous bien que le marché aura déjà commencé à baisser. N'oubliez pas, la tendance du marché action est toujours dans l'anticipation 3 à 6 mois, voire parfois davantage, des fondamentaux. Donc comment mesurer de manière avancée si cette guerre commerciale peut avoir un impact négatif sur les S&P 500? La première chose que je souhaite vous montrer, c'est déjà, nous avons un précédent. Effectivement, Donald Trump a déjà été président des États-Unis, et la question est de savoir, est-ce que, lors du premier mandat de Donald Trump, la tendance haussière de fond du S&P 500 avait-elle été remise en cause? La réponse est non. Alors, attention, je m'explique. Donc vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires du S&P 500, et vous avez là donc précisément le premier mandat de Donald Trump. Alors effectivement, entre-temps, il y a eu la crise sanitaire, donc attention, le drop ici, c'était le drop de la crise sanitaire, de la crise du Covid, mais in fine, sur le premier mandat de Trump, le S&P 500 est passé de 1800 points à 3800 points. Donc 2000 points de hausse sur le premier mandat de Donald Trump, guerre commerciale n'a pas eu un impact baissier sur le S&P 500. Par contre, effectivement, la guerre commerciale a créé, on le voit ici, en 2018, eh bien, 2 grands temps de volatilité, lorsque notamment cette guerre commerciale fut dans sa partie la plus agressive vis-à-vis de la Chine. Voici donc ma sélection d'indicateurs pour mesurer en fait l'intensité, l'impact de la guerre commerciale sur le S&P 500, sur les fondamentaux. Le premier baromètre que je vous propose, ce sont bien sûr les indices PMI de l'ISM. Donc l'ISM qui est très respecté aux États-Unis, qui édite ses PMI, le PMI manufacturier, le PMI des services. Là, nous sondons directement les directeurs d'achat des entreprises, donc, qui sont directement concernés par cette augmentation des coûts potentiellement à cause des tarifs douaniers. Et donc, les PMI d'ISM qui sont mis à jour chaque mois, et avec cette frontière du niveau des 50 pour la contraction et l'expansion. Au stade actuel, dans le secteur manufacturier, on était plutôt à l'équilibre, même en contraction. Il y a un rebond dans la partie basse qu'on observe depuis quelques mois, nous verrons bien. Mais ça, c'est probablement le baromètre à surveiller de près. Si on observe ces prochaines semaines, ces prochains mois, une dégradation du PMI manufacturier, c'est que l'industrie américaine commence à souffrir de la guerre commerciale. N'oubliez pas que les États-Unis sont d'abord une économie de services, et que le PMI des services de l'ISM reste largement supérieur à 50. Et donc, tant que le PMI des services et le PMI manufacturier restent au-dessus de 50, et que la tendance, il faut regarder le niveau et la tendance, eh bien, l'impact de la guerre commerciale reste sous contrôle. Ensuite, bien sûr, l'évolution des prix sera un très bon baromètre de l'impact réel de la guerre commerciale. Est-ce que les entreprises vont répercuter les tarifs douaniers sur le prix des biens à la consommation? Pour cela, n'attendez pas la publication de l'inflation chaque mois. Le PPI, le CPI, le PCE. Non, il vous faut des indicateurs avancés et des indicateurs d'inflation temps réel. Et j'ai traité ça dans une autre émission Top Gun. Je reste très optimiste pour les chiffres de l'inflation de février et de mars. Attention, les chiffres de février sont publiés en mars et les chiffres de mars sont publiés en avril. Soyez patients. Je ne crois absolument pas à une seconde vague d'inflation et je pense même que nous aurons des bonnes surprises bientôt. C'est juste une question de patience. Et lorsque vous regardez certains indicateurs temps réel d'inflation, vous avez notamment un des meilleurs indicateurs d'inflation temps réel, c'est Trueflation, qui s'effondre et qui continue d'aller au sud, sauf que cette baisse de l'inflation ici que vous observez en février va arriver dans l'inflation officielle en mars ou en avril. Donc il faut être patient. Mais au stade actuel, et si vous regardez notamment certaines composantes, et notamment la composante transport, qui est la composante la plus industrielle, avec notamment le prix des voitures ou le prix de l'énergie, la dynamique est plutôt encore au repli. Regardez aussi l'évolution du prix du pétrole en bourse. Donc au stade actuel, il n'y a pas d'impact négatif de cette guerre commerciale. Et lorsque, d'ailleurs, dans ces indicateurs, vous avez aussi l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui continue de nous dire qu'à partir de février, donc les chiffres publiés en mars, eh bien, l'inflation va reprendre la direction du sud.
Alors ensuite, bien sûr, dans les indicateurs pour mesurer l'impact de cette guerre commerciale, vous avez la courbe des bénéfices prospectifs. Donc là, il ne s'agit pas d'attendre la publication des résultats des entreprises, mais bel et bien les bénéfices anticipés. Et c'est donc le graphique ici que je vais vous afficher pour vous remontrer qu'il y a une corrélation entre la tendance du marché, entre la tendance du S&P 500 et la courbe des bénéfices prospectifs, qui est ici en rouge. Et cette courbe des bénéfices prospectifs, elle est régulièrement mise à jour. Elle est régulièrement mise à jour. Et donc, au stade actuel, il n'y a pas de renversement à la baisse de la courbe des bénéfices prospectifs. Bien sûr, quatrième baromètre, et là, c'est probablement le baromètre qui est le plus en avant, j'estime, ce sont les signaux de l'analyse technique, et en particulier les signaux de l'analyse technique du S&P 500 et des secteurs directement affectés par la guerre commerciale. L'industrie, la tech, les matériaux et la consommation discrétionnaire. D'ailleurs, je vous rappelle donc, que l'indice S&P 500 est divisé en 11 super secteurs et que sur TradingView, dans cette section ici, eh bien, vous avez la possibilité d'accéder au graphique des 11 super secteurs et donc de regarder en priorité si l'analyse technique de ces 4 secteurs donne des signaux d'affaiblissement. Mais bien sûr que c'est d'abord l'analyse technique du S&P 500 qui a l'effet, qui produit les meilleurs effets. Alors justement, cette analyse technique du S&P 500, vous avez ici donc en haut à gauche un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles, ici en données hebdomadaires, ici en données journalières. En données mensuelles, moi vous connaissez mon point de vue, j'estime que le haut de cycle sera fait en fin d'année, et lorsqu'il y aura une divergence baissière prix-momentum, le momentum étant représenté ici par l'indicateur technique RSI, je n'ai pas encore de divergence en données mensuelles. En données hebdomadaires, je vous remonte mon décompte de long terme. J'estime donc que le haut de cycle sera fait à 6500 points, le haut de la vague 5 cette année. Et donc pour l'instant, mon décompte tient la route. Nous sommes dans la vague 5. À l'intérieur de la vague 5, il y a 5 temps. Et nous aurions fait la 1, la 2, la 3, la 4. Et nous serions dans la 5e vague, elle-même qui va se sous-décomposer en 5 temps. Et nous aurions fait ici donc la vague 1. Et nous serions là ici en construction de la sous-vague 2 de la 5. Alors qui est cette phase latérale en fait entre les 5950 et les 6150 points. Ça tient la route tant que le marché se maintient au-dessus des 5950 points. Et derrière, l'idée c'est d'avoir une 3 de 5 qui permettra d'avancer davantage. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui consisterait à dire en fait que nous sommes encore dans la 4, A, B, C, 4. C'est une autre hypothèse possible. Dans tous les cas, la tendance haussière de fond reste active tant que le S&P 500 se maintient au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours que vous voyez ici en bleu sur ce graphique en données journalières. Voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes et à tous et passez une excellente semaine.